Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face aujourd'hui, c'est avec Brice Perrier. L'obscurantisme au pouvoir, quand la pensée dominante entrave la connaissance. Alors, on va savoir quelle est la pensée dominante aujourd'hui. On va en parler avec lui. Donc, vous êtes journaliste indépendant, Brice Perrier. Vous tenez une lettre d'information, Raison sensible. Vaste programme, hein. Depuis le printemps, hein, c'est ça. C'est ça, ouais. Et il faut aller, si les gens veulent vous suivre, on tape Raison sensible sur Internet et voilà. Tapez Raison sensible, Brice Perrier, vous arrivez, c'est sur la plateforme Substack. D'accord. Très bien. Bah écoutez, pour les gens qui sont intéressés, vous le savez, c'est vrai que moi, j'ai lu votre livre, et dans votre livre, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cet obscurantisme, et effectivement, où il faut savoir raison garder, mais aussi complexité garder, parce que on est parti, vous parlez beaucoup du Covid, mais il n'y a pas que le Covid, vous ne parlez pas que du Covid, loin de là. Mais au fond, vous commencez par dire quelque chose d'assez vrai, enfin, en tout cas, vous soulignez quelque chose qui est un fait, mais qu'on a heureusement ou malheureusement confondu, c'est science et recherche. On l'a vu au moment du Covid, depuis 4 ans, on disait oui, c'est la science qui dit ça, et au nom de la science, on disait beaucoup de choses et n'importe quoi. Mais Catherine Bréchignac, elle est scientifique, une vraie, et elle disait, écoutez, on ne confond pas science et recherche. Alors, donnez-nous un peu cet esprit, dissiper la confusion, je dirais. C'est-à-dire que oui, elle soulève ça au début du livre, qu'il y a eu une grande confusion pendant le Covid entre les deux, parce que la science, c'est ce qui a été trouvé, ce qui a été confirmé, ce qui est un peu un acquis. Alors, ouais. Il peut toujours avoir après des changements de paradigme ou tout ça, mais c'est quand même un acquis, quelque chose qui est assez consolidé. Alors que la recherche, c'est ce qui est la démarche pour faire de la science. Et donc, c'est quelque chose qui est en devenir et qui n'est pas terminé. Et pendant le Covid, on était avec un nouveau virus, une nouvelle épidémie, et donc quelque chose qui était forcément un objet de recherche. Et on a été très vite à dire ça c'est la science, alors qu'en fait, non, c'était des premières pistes, des premiers résultats qui étaient à perfectionner, et donc on n'était pas arrivé à une science consolidée. Et on a beaucoup dit c'est la science, on a même parlé beaucoup de consensus scientifique pour en fait. Ce que je montre, c'est que, et le Covid a montré ça, mais c'est le cas aussi pour d'autres sujets, c'est qu'en fait, dans cette logique-là, il y a eu une sorte on a transformé la controverse, ce qui ne rentrait pas dans la pensée dominante, on va dire, comme de la fake news. Et ça, c'est une négation à la fois de la recherche et aussi de la controverse scientifique. Ce qui fait que tout ce qui sortait du discours un petit peu dominant, qui pouvait être peut-être une première piste, pour quelque chose qui paraissait probable au départ. Sortait des passages floutés, vous voulez dire. Quand il y avait des opinions divergentes, on les a mis, au lieu que ce soit une controverse, de quelque chose qui se discute, ça a été mis sous le terrain de la fake news. Alors, pourquoi, à votre avis? Pourquoi il y a eu ça? Parce que c'est vrai qu'il y a eu d'autres choses que le Covid, mais enfin, le Covid a été vraiment très significatif et symbolique, mondialement, de cela. Qu'est-ce qui fait que on a tout de suite dit, c'est la science, c'est au nom de la science, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on a établi cette doxa, mais d'emblée, et qu'elle est restée, d'ailleurs là, malgré les coups de boutoir et les interrogations maintenant de plus en plus importantes. Je rappelle simplement qu'il était absolument scientifique de dire tous vaccinés, tous protégés. Aujourd'hui, on peut se poser la question du tous vaccinés, tous protégés, c'est le moins que l'on puisse dire. On voit que, d'ailleurs, tout le monde a admis aujourd'hui, les mêmes scientifiques ou d'autres, qu'on n'était pas protégés parce qu'on était vaccinés, qui n'empêchait ni la transmission, ni la contamination. Oui, mais ça, c'est-à-dire que, par exemple, c'est quelque chose qui n'était pas vraiment scientifique, de dire ça, c'était plus politique. C'était quand même, d'ailleurs je le dis dans les livres, où Delfrécy, le président du conseil scientifique, il a prévenu dès le printemps 2021, donc au début, avant que la vaccination soit étendue aux populations jeunes, que en fait le vaccin avait offrait une protection très faible contre la transmission. Et malgré ça, vous avez, dans les mois qui ont suivi, des ministres qui, pour justifier le pass sanitaire, allaient vous dire, comme Véran, si tout le monde est vacciné, il n'y a plus de virus, ou alors, donc ça, c'était pas de la science, ça, c'était vraiment de l'instrumentalisation politique. Oui, mais il y avait beaucoup de médecins. Brice Perrier, vous parlez que des politiques, mais du matin au soir à la télévision, nous avions des médecins, des scientifiques, qui étaient dans les hôpitaux, qui étaient des biologistes, etc., qui disaient oui, qui confirmaient ce que disaient les politiques. Parce qu'ils prenaient un discours qui était en fait un discours
discours politique. Et pourquoi ? Mais c'est ça la question que je vous pose. Alors ça, il y a une notion qui est un peu évoquée dans le livre, c'est l'idée de noble mensonge. Et je pense que ça a marché pas mal parce que... Le noble mensonge. Le noble mensonge, c'est-à-dire que des gens pensaient, peut-être même sincèrement, hein, que le vaccin c'était bien, que ça allait permettre d'arrêter l'épidémie ou de sauver des millions de vies. C'est peut-être bien le vaccin, moi je suis pas anti-vax. Et donc voilà, et sous ce couvert-là, on allait passer sous silence des infos qui pouvaient mettre un peu de la nuance, ou voilà, on allait donner un discours un peu de bourrage de crâne, parce qu'il y avait cette idée que... De l'autre côté, vous avez aussi toute une désinformation, donc de lutte contre une désinformation, donc des discours assez binaires en fait, hein, d'un côté comme de l'autre. Et du coup, ça amène à ce qui peut être du mensonge, parce qu'on va simplifier les choses. Et quand vous dites que la vaccination c'est bon, vous allez dire la vaccination c'est parfait et ça peut, ça va arrêter l'épidémie. Et du coup, voilà, c'est ça qu'on peut appeler une sorte de noble mensonge où les gens disent ça parce qu'ils pensent que c'est bon pour la santé publique ou ce genre de choses. Et la dimension du mensonge subventionné ou payé, je parle des conflits d'intérêts, vous en pensez quoi ? Enfin, vous avez constaté quoi dans votre enquête ? Disons que les conflits d'intérêts, après ça c'est... Moi, je vois plus en fait des choses. C'est plus une pensée. Moi, ce que je mets en avant, c'est que les gens sont sincères là-dedans. Je pense qu'il y en a pas mal qui sont sincères. Parce que il y a une suspicion de dire ils sont corrompus, tout ça. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont. La plupart des gens sont même la plupart sont très sincères. Après, que vous ayez une corruption un peu systémique autour de toute la puissance dominante de l'industrie pharmaceutique, donc qui va amener les gens à reprendre un peu le discours de l'industrie pharmaceutique. Ça, il y en a qui gagnent de l'argent avec ça, c'est sûr, mais la plupart n'en gagnent pas. Et donc je pense que oui, cette corruption, elle est plus dans l'esprit que dans la poche. Que dans la poche. Alors justement, par rapport et encore une fois, on va parler aux autres discours, notamment sur le réchauffement ou autre. Mais en fait, vous parlez, et comment c'est instauré, et c'est un peu tout le sujet de votre livre, mais justement, l'idée c'est que les lecteurs s'en emparent, parce que c'est un livre qui donne beaucoup d'informations et qui donne effectivement des éclairages intéressants sur ce qui s'est passé dans divers domaines. Mais par exemple, cette tyrannie du consensus, enfin tyrannie, en tout cas cette espèce de... Est-ce qu'il vient de la peur, et quand il s'agit de sujets sensibles, comme la planète est en train de mourir, la planète en feu, le Covid va tous nous tuer, etc. Je caricature exprès, mais enfin, il y avait cette espèce de sentiment de peur, et que ça accélère effectivement ce consensus plus ou moins faux. La peur, ça peut jouer là. Oui, je sais pas, sur le Covid, c'est sûr que la peur a été instrumentalisée. On a fait, je sais pas, par exemple, on débute le livre à l'Académie des sciences avec Catherine Bréchignac. Elle parle des modélisations. Donc vous avez eu des modélisations au début du Covid qui pronostiquaient, je sais pas, 500 000 morts. Je sais plus, je peux l'expliquer, mais enfin. Un nombre très conséquent de morts qui s'est avéré très largement excessif, y compris dans le pays qui n'a pas confiné, comme la Suède, qui a permis de voir justement la différence entre les pronostics et la réalité, parce que dans les autres pays, comme on a confiné, on pouvait pas vraiment savoir, donc il pouvait toujours y avoir l'idée de dire, en fait, oui, on n'a pas eu ces morts annoncées, mais c'est parce qu'on a confiné, et en fait, bon, comme il n'y a pas c'est difficile à vérifier, sauf en Suède où il n'y a pas eu ça. Mais donc, elle montrait que ces modélisations étaient, selon elle et selon d'autres académiciens, très contestables, mais qu'en fait, elles étaient incontestables à l'Académie, parce que voilà, il y avait cette espèce d'urgence, peut-être de peur, qui est une peur aussi qui est légitime, qu'on a vu, je pense qu'il y a beaucoup même de scientifiques qui avaient peur de ce virus inconnu, et du coup, une sorte de principe de précaution extrême, de dire, on va mettre des mesures très fortes. Oui, mais vous racontez aussi que vous avez très très vite vu, alors justement, parlons-en, vous commencez au début de votre livre, vous parlez de Catherine Bréchignac, mais vous parlez de Miroslav Radman. Oui. J'aimerais que vous me parliez de Miroslav Radman, puisqu'il vous a beaucoup... Miroslav Radman, c'est quelqu'un qui a été important pour ce livre, parce que on avait la même éditrice avant, et donc je l'avais rencontré parce qu'en fait... qui est Miroslav Radman? Miroslav Radman, c'est un très grand biologiste qui est un spécialiste de l'ADN, et qui a été une figure de l'INSERM, qui est franco-croate, donc qui est aussi beaucoup en Croatie maintenant, et qui en fait... J'avais été alerté par mon éditrice, justement, qui m'avait envoyé un message, un échange qu'il avait avec d'autres scientifiques, où il s'étonnait que on affirme que les vaccins contre le Covid, que ce soit ceux ARN ou ceux à adénovirus comme l'AstraZeneca, on affirme qu'ils ne pourraient pas modifier le génome.
Et c'était présenté comme une certitude. Et du coup... Une certitude scientifique. Une certitude. Et du coup, ce qui amenait... côté un peu alter, à dire ah bah voilà, ils vont modifier le génome et en fait, alors qu'en fait on n'en savait rien. Et Miroslav qui disait mais on a pas cherché, donc la première des choses à faire ça serait de chercher. Et il avait proposé autour de lui à des scientifiques, mais il faudrait faire une recherche là-dessus. Et on disait non, faut pas mieux pas chercher parce que en gros un peu ça le noble mensonge, il vaut mieux rester dans le doute plutôt que d'avoir un risque qui risque d'une information qui risque de mettre en doute la confiance dans le vaccin. C'est drôle parce que juste un mot, j'insiste là-dessus, vous avez vu énormément de scientifiques. C'est drôle que des scientifiques disent ça. Encore une fois, qu'ils aient raison ou pas. Moi, je ne comprends pas qu'on ne, en tant que scientifique, enfin, on se pose des questions. Alors, effectivement, il y avait peut-être on s'est dit, mais si on va laisser des tas de gens mourir, alors peut-être c'est ça aussi, on peut pas prendre cette responsabilité. Parce que c'est vraiment la question à tout, la science. Mais c'est cette politisation qui sur un sujet comme le Covid est plus grande. Et là, j'interroge d'ailleurs un chercheur de l'INSERM, qui est Pierre Ménéton, qui lui avait trouvé au début des années 2000 le scandale du sel alimentaire. Et lui, il dit, le Covid a mis ça un peu en lumière, mais ça fait quand même une vingtaine d'années que quand il y a des sujets un peu sensibles, la politique ou le politiquement correct prend le dessus un peu sur la science. Et là, en l'occurrence, c'est le cas pour cette question d'intégration des vaccins dans le génome. Et Miroslav, il avait trouvé ça pas normal, donc il le pointait. Et donc c'est comme ça que je l'ai connu au début. On a failli même écrire le livre ensemble. Puis il était beaucoup pris par son institut en Croatie. Du coup, il est un témoin privilégié, mais il n'est pas co-auteur. Non, bien sûr. Mais c'est très intéressant parce que lui dit bon, posons-nous la question, quoi. Enfin, il dit surtout cherchons parce que c'est la base de la recherche, c'est de chercher, quoi. Bien sûr. Et ne pas chercher, ça alimente en fait le fantasme aussi. Alors justement, c'est de la désinformation et ça alimente le fantasme. Oui, et des deux côtés. Et justement, parlez-nous parce que vous parlez d'un déjeuner que vous avez eu à l'INSERM, mais au-delà de ça, vous avez appris l'existence. Je l'ai appris avec vous, enfin en lisant votre livre, de la cellule riposte de l'INSERM. C'est quoi cette cellule riposte ? Ça, c'est une cellule qui a été faite en partenariat avec le groupe TF1, où l'INSERM, en fait, justement, ça a été fait d'ailleurs suite à, c'est ce que m'a confié la directrice de cabinet du directeur de l'INSERM, que c'était suite aux prises de position de Laurent Toubiana, qui est un chercheur de l'INSERM. Oui, bien sûr. Et que du coup, qui trouvait que l'INSERM trouvait que ce qu'il disait, c'était pas correct. Donc, il y avait une idée d'avoir un discours un peu plus coordonné et qui soit, je vais vous dire un peu dans ce politiquement un peu correct. Il y a à ce côté-là. Eux, ils vont bien sûr pas vous dire ça, mais c'est une cellule qui est censée répondre à la désinformation et d'amener aux fake news, enfin aux fake news, et donc d'amener une information, un peu cadré par l'INSERM, mais qui est, plutôt que d'avoir chaque chercheur qui risque de parler et de sortir des trucs qui sont pas vraiment, donc c'est un peu de canaliser la communication de l'INSERM. Et ça s'était manifesté aussi par un livre dont je parle, qui est sur la fake news santé, dans lequel je relève, moi, 2 fake news. Alors que celle sur les vaccins avec le Covid, où ils disent, comme un peu partout, qu'il n'y a aucun risque, que c'est pas possible, jamais, tout ça, alors qu'en fait on n'a pas cherché. Et une autre qui était sur les différences entre le cerveau masculin et féminin, où là en fait on dit qu'il n'y en a pas, ou les minimise au maximum. Il n'y a pas de différence entre... On ne veut pas les voir. Et là j'interroge un expert qui est Jalbak Tazar, qui avait d'ailleurs publié un livre aussi chez mon éditrice, Olivier Recassens, qui est une très bonne éditrice, et qui est sur justement les différences du cerveau, le cerveau masculin. Et il pointe dans l'article du bouquin de l'INSERM des contre-vérités, des choses occultées. Tout ça, là, c'est plus dans une optique un peu politiquement correcte. Oui, et c'est intéressant, on va en reparler de ce politiquement correct quand même, qui est présent partout, non pas parce qu'il faut l'éliminer, mais il faut quand même le questionner, ou l'interroger, ou le contester. Après cette petite pause, à tout de suite. Et si vous voulez réagir ou poser une question, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Berkoff dans tous ses états revient tout de suite. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Eh bien, nous sommes toujours avec Brice Perrier, l'obscurantisme au pouvoir, vrai problème. Et de savoir, effectivement, on ne connaît pas la vérité, personne n'est détenteur de la vérité. Si, qu'un tel est scientifique et déjà prouvé, etc. Mais sinon, nous avons énormément de gens qui circulent un peu partout, y compris médiatiquement, avec, voilà, c'est moi qui ai la vérité, vous êtes tous des faussaires. Et ce livre, effectivement, Brice Perrier remet des pendules à l'heure, et c'est une bonne chose. Justement, je voudrais qu'on parle de ça par rapport, par exemple, au réchauffement climatique, parce que vous en parlez aussi dans votre livre. Hein? Vous ne parlez pas du réchauffement climatique. Non, pas cette question. Hein? Ah mais si, attendez, non, c'est moi, j'ai pris une note en disant que, mais vous parlez du climat. Non, c'est juste, il y a Pierre Ménéton qui dit que ça fait partie justement de ces sujets qui peuvent être un peu politiquement corrects, et donc, et il dit, voilà, par exemple, le réchauffement climatique, si vous avez un discours qui met un bémol sur le GIEC et tout ça, bah vous serez pas financé et tout ça. Mais j'ai pas été dans la question du réchauffement. J'aurais pu, mais donc je parle pas trop des questions que j'ai pas abordées vraiment à fond. Vous avez raison. Non, mais moi, si vous voulez, parce que j'ai été très frappé par le fait que le réchauffement climatique correspond, enfin, je veux dire, la polémique qu'il y a eu sur le réchauffement climatique, je dis pas qu'elle est bonne ou mauvaise, elle était assez homothétique, je dirais, de ce qui s'est passé avec le Covid. Mais il y a un discours obligé. Bon, on l'a vu avec notamment, je crois que c'est la France Inter, où il est dit officiellement que jamais on ne reçoit quelqu'un qui est étiqueté climato-sceptique. Absolument. On parle de tout, mais pas là. On en a parlé à plusieurs reprises. Et là, je pense aussi. Alors, j'ai pas étudié ce sujet vraiment de près, mais je pense que c'est pareil. De censurer comme ça des paroles, ça va pousser en fait aux paroles plus extrêmes. Et il y a des gens qui vont nier toute importance du CO2 ou je sais pas quoi, d'aller dans un truc. C'est exactement comme avec le vaccin. Vous avez des gens qui disent voilà, les vaccins ont fait de nous des OGM et tout ça, alors qu'en fait on n'en sait pas plus on n'en sait rien. C'est-à-dire que les anti-vax sont aussi extrémistes que les pro-vax de ce point de vue-là. Et ils sont fabriqués. Et en fait, la censure ou des choses comme ça, le noble mensonge, fabrique de l'anti-vax, fabrique du climato-sceptique radical, ou ce genre de choses. Bien sûr. Et c'est ça qui est très embêtant. Mais alors, comment garder justement, parce que vous parlez, alors en revanche, ça vous parlez dans votre livre, de la modélisation. Que, en fait, le pouvoir a été un mandat de pouvoir. En tout cas, il y a eu je dirais, une irruption très forte sur le devant de la scène des modélisateurs. Alors, les modélisateurs, pour vous, c'est quoi? Ils ont joué quel rôle? Ça, c'est ce dont, justement, parlait Catherine Bréchignac au début, ceux qui ont fait des pronostics, en fait. Et ça amène, en fait, une science de l'avenir, mais qui est en fait très hypothétique et qui est vue, c'est ce qui a justifié les confinements, mais après, ça aussi, parce que les modélisations, ça peut être avant ou après. Alors, on peut aussi faire des modélisations pour dire combien le vaccin a sauvé de vies, mais en partant avec des critères de base. C'est quand même pas une science bien solide, en fait, hein. Et ce que je note, je parle pas mal des modélisations, enfin, je reviens sur cette question des modélisations, c'est parce que j'ai trouvé ça très étonnant qu'il y avait un colloque qui avait été organisé par l'Association des journalistes scientifiques et qui fait une table ronde avec les chercheurs pendant la crise du Covid. Et ce qui est étonnant, c'est que les 4 chercheurs qui sont invités, c'est 4 personnes qui ont fait des modélisations. Comme si c'était la science du Covid, alors que vous avez des infectiologues, vous avez des épidémiologistes. Là, c'est beaucoup des épidémiologistes, en fait, qui font des modélisations. Mais de ramener ça, et c'est de sacraliser, en fait, une science qui est presque de la croyance. Et surtout, que ça soit notamment Dominique Castagliola, qui elle, par exemple, c'est ce qu'elle disait, c'était très contesté par les gens de l'Académie des sciences, mais là, quand elle va là-bas, c'est incontestable. C'était assez, je trouvais révélateur que on ne trouvait invité que des modélisateurs, en fait. Alors, vous parlez justement de noble mensonge, et sans vouloir l'assimiler, est-ce qu'il n'y a pas une dimension religieuse? On a essayé d'accoler à la science une dimension religieuse, c'est-à-dire, voilà, c'est ça c'est la vérité, il faut y croire, les autres sont tous des charlatans. Ça, c'est le côté un peu scientiste, c'est de pousser la science au-delà de ce qu'elle permet. Et c'est là aussi où je montre l'obscurantisme que je montre. Parce que l'obscurantisme qu'on mettait en avant, depuis, je sais pas, 15-20 ans, c'était beaucoup les gens qui refusent le progrès. Un peu des arriérés, les Amish, ou alors on va dire les anti-vax, ce genre de choses, qui refusent le progrès, mais qui sont en fait
toujours des gens un peu marginaux, en fait, qui sont des minorités. Alors qu'en fait, l'obscurantisme, à la base, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir exercer, donc il faut avoir le pouvoir de l'exercer. C'est ceux qui faisaient ça contre Galilée, donc ça pouvait être l'autorité religieuse ou l'autorité de l'État. Et aujourd'hui, ce pouvoir, il a comme légitimité souvent la raison. C'est la voix de la raison, c'est sous couvert de raison. Et il y a un côté un peu, oui, qui touche au religieux, à la croyance en tout cas, à une croyance dans cette raison qui permet d'affirmer des choses et qui sont, on extrapole en fait la science, si on se veut, la voie de la science, alors qu'en fait ça relève plus du scientisme. Oui, c'est ça, et d'un scientisme, je dirais un peu borné, c'est le moins que l'on puisse dire, quoi. C'est vrai. Et à propos de justement, vous en parlez aussi. Toute l'histoire, on me rappelle, mais jusqu'à présent, quand on osait dire que le virus ne sortait pas de l'accouplement incongru d'un pangolin et d'une chauve-souris, mais qui pouvait avoir échappé du fameux labo de Wuhan, vous vous rappelez que pendant 2 ans, c'était considéré comme un complotisme, etc. Alors, je voudrais justement vous en parler. Quel rôle joue, et on va parler aussi des médias, quel rôle joue ce qu'on a appelé un peu partout les fact-checkers, ceux qui, soi-disant, font le fact-check des news, comme on dit, pour dire si c'est vrai ou c'est faux. Il y a eu quand même une prolifération tout à fait étonnante. Ben oui, et ça d'ailleurs, dans le livre, c'est un journaliste du Point qui a fait une enquête, comme moi, parce que j'avais fait une enquête sur l'origine du virus. Oui, c'est vrai que ça a été classé complotiste, peut-être pas pendant 2 ans, mais bien pendant 1 an, quoi. Ouais. Jusqu'après que la mission de Wuhan, de l'OMS soit allée à Wuhan et que ça soit passé un peu pour une mascarade, et du coup, ça a même reconnu par le directeur de l'OMS. Donc là, ça a été vu comme une piste légitime. Mais ce journaliste, Jérémy André, il relève le fait que aussi bien la question de l'origine du Covid que d'autres, comme par exemple les vaccinations, ont beaucoup été délégués pendant la pandémie à ces fact-checkers. Et qu'en fait, les fact-checkers, ils vont être dans un truc de contrer, en fait. Et pareil, ils vont placer l'information sous le le prisme de la fake news. Et on va pas, par exemple, faire une enquête sur l'origine du virus ou sur les effets secondaires des vaccins, mais on va réfuter les affirmations que vont donner ceux qui sont taxés de complotistes ou d'antivax. Et du coup, il n'y a pas vraiment de journalistes, c'est juste en opposition. Et comme les fact-checkers, ils sont un peu genre à démentir ce que vont dire entre guillemets les conspis, ça va toujours être sous ce prisme-là, et c'est pas une information. Et j'en ai parlé d'ailleurs avec un journaliste d'un quotidien sur la question des effets secondaires des vaccins, où j'étais étonné, j'ai fait la seule enquête, une vraie enquête poussée sur les effets secondaires des vaccins dans la presse. Et quand j'avais fait ça, j'ai regardé, mais en fait non, c'était que des trucs de fact-checker. Ou alors une enquête un peu vaste qui regarde le problème de façon là, il n'y en a eu aucune. Et donc, j'en avais parlé avec un journaliste là, que j'interroge, d'un grand quotidien, qui est un enquêteur, qui est en plus pas un fact-checker, justement, qu'un enquêteur qui fait des vrais sujets dans un quotidien. Et il m'a dit, je ferai pas d'enquête sur les effets secondaires des vaccins parce que sinon, à cause de moi, les gens vont mourir. Et là, on est dans le noble mensonge parce qu'en fait, il m'a dit que les gens sont pas capables de comprendre qu'il y a des effets secondaires et un bénéfice-risque et tout ça. Et donc, qu'il faut mieux pas toucher ce sujet, parce que sinon les gens vont pas comprendre, et lui il pense que les vaccins ont sauvé beaucoup de gens, et donc ils vont mourir à cause de moi. Mais c'est ça où c'est vraiment dramatique. C'est de l'autocensure. C'est de l'autocensure pure, et en même temps qui laisse aussi le champ libre à tous les fantasmes sur les vaccins, à dire voilà, des centaines de millions de morts. Vu que les journalistes n'enquêtent pas, et ça amène vraiment à un truc, une double réalité, et ça c'est une sorte de faillite de l'info, où le journaliste qui délègue au fact-checker, il a une sorte de responsabilité parce qu'il devrait faire ce travail journalistique. C'est clair. C'est ça l'enquête journalistique. Et comme vous dites, le manque d'enquête et le fait de l'autocensure, ou pour n'importe quelle raison, mais c'est le révélateur des fantasmes. Ça devient l'auberge espagnole des fantasmes, de part et d'autre, et de tous les côtés. Et c'est quand même grave. On se retrouve après une toute petite pause avec Brice Perrier. L'obscurantisme, c'est vraiment, vous le savez, c'est quelque chose à combattre, et c'est très fort, et c'est pas facile, effectivement, de raison garder. Et vous va revenir à ça. Pardon. Et vous avez toujours notre numéro, le 0826 300 300, si vous voulez réagir ou poser votre question. Notre antenne vous est ouverte. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. On peut penser qu'un influenceur va nous aider à choisir notre voiture.
où? Aux éditions Max Milo, l'obscurantisme au pouvoir, Brice Perrier. L'obscurantisme, effectivement, vous savez, Voltaire disait « écrasons l'infâme ». Eh bien, écrasons l'obscurantisme, parce que c'est l'ennemi principal. Et je voudrais qu'on aborde un autre chapitre de votre livre, un autre domaine de votre livre, sur l'expérience de la mort imminente, les fameuses EMI. Alors, rappelez d'abord ce que c'est Brice Perrier et la polémique qu'il y a encore, et plus que la polémique au cours de cela. Les expériences de mort imminente, c'est des expériences où des gens témoignent d'avoir un moment. Il y a deux phases. Oui, ils sont pas morts, ils sont dans le coma. Ils ne sont pas morts, ou même pas forcément. Non, mais ils témoignent d'être sortis de leur corps, et après ils peuvent avoir vu des. Généralement, ils vont baigner dans une lumière et ils ramènent des choses. Couloir, ça peut être un couloir, et ils racontent des choses qui marquent à vie, quoi. Mais il y a une phase qui est intrigante, parce que tout ce qui est dans la lumière, tout ça, c'est subjectif, on peut pas avoir de preuves. Mais il y a une phase qui est assez déroutante, c'est que cette première phase, que non pas tous, mais qu'un grand nombre ont, de se retrouver sortis de leur corps et de pouvoir aller, mettons quelqu'un qui est sur une table d'opération, qui est dans cette chambre, dans cette pièce, en fait, il peut partir voir la pièce d'à côté et ramener, d'après son expérience, de dire, dans la pièce d'à côté, quelqu'un a mangé un sandwich au jambon, il a des lunettes, et donc ramener des informations assez anecdotiques mais factuelles. Oui. Et donc ça, c'est quelque chose qui intrigue et qui amènerait à rechercher, à vérifier, est-ce que c'est vrai? Parce que si c'est le cas, ça veut dire que la conscience peut être délocalisée du cerveau, et c'est une grande découverte. Et donc, pour le moment, on ne peut pas l'affirmer, en tout cas. Il y a tous ces témoignages. Et donc, dans ce bouquin, moi, je parle parce que j'ai fait un livre avec un chercheur qui est un peu un spécialiste de ça, un médecin. Et j'en ai parlé avec Stanislas Dehaene, qui est le grand neuroscientifique, spécialiste de la conscience, en lui disant, ces gens qui rapportent quelque chose, est-ce qu'il ne faudrait pas faire des études pour vérifier, en fait, que ce qu'ils racontent est vrai, quoi, parce que c'est pour voir, parce que... Et il m'a dit, ça, c'est exactement le genre de recherche qu'on ne veut pas voir sur la conscience. En fait, il veut pas chercher, parce que lui, il pense que c'est impossible, il pense que ces gens inventent ce qu'ils ont vu, pense que c'est du fait, et que c'est une illusion, qu'ils ont déliré, en gros. Mais il en est sûr. Mais alors que ce sont des témoignages qui sont souvent déroutants, parce que un délire... Mais est-ce qu'il ne peut pas vous dire, pardon, je ne prends pas le parti de Stanislas Dehaene, il peut vous dire, tenez, moi j'y crois pas une minute, je ne vais pas perdre mon temps à aller chercher là-dedans. Ça peut être son avis, sauf que lui, il dit, c'est exactement ce qu'on ne veut pas voir. Et en fait, ce sont des recherches qui sont discréditées. Et c'est là où il y a une sorte d'obscurantisme dans la recherche. Et aujourd'hui, on va réduire la recherche sur les EMI à un travail sur le cerveau, en spéculant que ça arrive toujours, comme on parle de mort imminente, ça arrive toujours quand on est en mort imminente, avec une crise cardiaque en l'occurrence, et que la crise cardiaque provoque un manque d'oxygène au cerveau, et que c'est ce manque d'oxygène qui pourrait déclencher des réactions chimiques. Or, ces expériences arrivent à des gens qui ne sont pas du tout en mort imminente. En fait, elles sont mal nommées, parce qu'une très grande part de ces gens peuvent avoir ça en faisant une sieste, une femme en faisant l'amour, un orgasme. Il y a eu un très grand nombre de cas. Et ça a été justement, Pierre Jourdan, avec qui j'ai fait ce livre, a publié une étude avec l'équipe la plus pointue au monde, le Coma Science Group en Belgique, où ils ont vu qu'en fait, les expériences qui étaient en mort imminente réelle et les expériences qui étaient en mort imminente supposée, simili, quoi, et pas du tout mort imminente, étaient les mêmes expériences. Et du coup, ça enlève, ça vaut le coup d'étudier. Vous dites pas, oui, c'est ça, ou... surtout, ça devrait l'être, et on va mettre de côté, par exemple, cette chose-là, pour réduire l'expérience de mort imminente à un problème de cerveau et tout ça, et ce qui en fait on occulte une partie de la réalité, et on ne fait pas les recherches qui pourraient vérifier que l'autre est exact, parce qu'on va dire non, par principe. Et vous avez eu des problèmes avec dans un hebdomadaire où vous avez travaillé, Brice Perrier. Ils avaient fait justement un article sur ce livre, et qui est la base de ce livre, c'est de dire que en fait les expériences sont mal nommées, parce qu'il y a ce truc-là qui enlève... Là, on pose question, oui. Et ça, c'est rigolo, c'est parce que ce livre a été mis à la une, avec les bonnes feuilles et tout ça, et en fait, on a complètement occulté cette question, toute la question scientifique du livre, pour amener un expert qui disait que, en fait, ça ne pouvait arriver, une expérience de mort imminente, que quand on est réanimé, parce que on a vu sur les souris qu'il y avait une onde au moment de la réanimation. Et donc, c'est une extrapolation qui occulte, en fait, la réalité, et qui, pour moi, est obscurantiste. Et je l'ai d'ailleurs dit à ma collègue, très simplement. Et vous avez aussi, vous parlez aussi dans votre livre d'un incident qu'il y a eu avec une journaliste de France Inter, notamment, et là, c'est pas sur l'expérience de mort imminente, c'est sur les vaccins.
Oui, bah ça c'était Eric Combe qui raconte ça, Le professeur Eric Combe, qui est microbiologue, qui est infectiologue, et qui avait été sur France Inter interrogé au moment avant la campagne de vaccination, et alors qu'il venait juste d'y avoir les communiqués de presse de Pfizer et Moderna qui disaient qu'ils avaient des résultats. Et la Salamé l'interroge, dit: est-ce que vous allez vous faire vacciner? Et puis lui il dit: bah moi, j'attends de voir les essais cliniques, parce que là ça serait quand même un peu prématuré de me baser juste sur des communiqués de presse. Donc et puis c'était avant l'arrivée des vaccins. Il venait d'y avoir, il n'y avait même pas encore les publications scientifiques, il n'y avait que les communiqués de presse qui disaient on a des super résultats. Donc il dit: bah oui, on va quand même pas croire les yeux fermés ce que disent les laboratoires. Savoir, oui. Et elle disait: mais que vous vous rendez compte de ce que vous dites, vous allez insuffler le doute dans la tête des gens, il y en a beaucoup qui se posent des questions. Et puis il dit: bah ils ont raison de se poser des questions, tant qu'on n'a pas les données, c'est le bon sens. Et après l'émission, il s'était fait passer un savon par Elia Salamé, parce qu'il fallait absolument dire que les vaccins étaient super, alors même qu'on n'avait aucune donnée qui le montrait, quoi. En fait, oui, c'est tout le problème, effectivement, de savoir de la doxa, de dire voilà ce qu'il faut dire à ce moment-là ou pas, etc. C'est un problème d'ailleurs compliqué. Je crois que nous avons un auditeur. Un auditeur, en effet, c'est Mohamed d'Orléans qui nous appelle. Bonjour Mohamed. Bonjour Mohamed. Oui, bonjour messieurs Berkoff et monsieur Brice. Alors je n'ai pas retenu votre nom. Brice Perrier. Voilà, pas de problème. Oui. Allez-y Mohamed. Oui, alors, donc, bon, pour une expérience personnelle, pendant le Covid, effectivement, j'ai eu à travailler 24 heures sur 24 dans le cadre de mon activité. Qui est laquelle, si c'est pas indiscret, Mohamed? Alors, je travaille dans le cloud informatique. Donc, en gros, quand vous utilisez vos applications sur smartphone. D'accord. Pour simplifier la chose. D'accord. Donc, je n'ai pas connu le confinement. Mon employeur m'a toujours fait des attestations pour aller venir travailler, et ce, pendant les 3/8 de mes horaires. Je n'ai pas connu ce confinement. Pour les vaccins, c'est une autre histoire. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que juste en regardant les informations, mes amis, la famille, ainsi que mes collègues, eux, se sont prétendus experts de tout ce qui est vaccination, microbes, etc. Et donc, moi, je voudrais savoir comment est-ce qu'on est arrivé à ce qu'on en est je caricature un peu, mais un ministère de la vérité par rapport au fact-checking qui est fait maintenant. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Enfin, je pense pas que dans mon enfance j'ai connu ça. J'ai une quarantaine d'années, donc voilà, c'était ma question. D'accord. Comment est-on arrivé au ministère de la Vérité, Brice Perrier? Le ministère de la Vérité, c'est ça, c'est la pensée dominante qui entrave la connaissance. Et genre, ce qu'on disait tout à l'heure, un peu une sorte de politiquement imposé, discours où la science en fait est instrumentalisée. Et dans ce contexte de pandémie qui était ce qu'il était, et qui peut arriver dans d'autres sujets où ça sera plutôt, ça peut être des intérêts plutôt économiques, ou ça peut être des choses idéologiques, comme par exemple pendant les expériences de mort imminente, il n'y a pas vraiment d'intérêt économique là-dedans, mais c'est plus idéologique, une sorte de rationalisme. Mais c'est toujours, ce que je montre, c'est quand même toujours cette question de la voie de la raison. Et ce sont les gens qui se disent la voie de la raison, les scientifiques. J'ai un chapitre où je parle des zététiciens qui incarnent un peu cette pensée qui devient de plus en plus pesante, quoi. Enfin, présente en tout cas, et pesante aussi. Ouais. Et justement, avant, on va parler des médias, on va parler du filtre médiatique dont vous parlez, effectivement, dans un de vos chapitres. Au fond, et on le voit effectivement, mais on le voit aussi, enfin, c'est pas votre livre, mais on le voit sur la guerre Russie-Ukraine, on le voit sur le Proche-Orient, on voit sur tout ça. Il y a en tout cas des médias ou des gens qui ont ou des personnes qui ont une ligne, et attention, il n'est pas question de changer la ligne du parti. Et moi, ça m'a beaucoup frappé. On se croirait, enfin, URSS, j'ai pas connu ça, mais enfin, c'est ce côté Pravda, ce côté absolument, c'est ça la vérité, et il faut suivre la vérité. Et au fond, regardez ce qui se passe sur le darwinisme, regardez sur tout ça, enfin, il y a tout. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que l'obscurantisme... Alors, en fait, pour faire ça schématiquement, on n'a jamais été aussi surinformé ou informé, hein, et puis on n'a jamais... Et l'obscurantisme n'a jamais aussi bien marché. Quand même, sacré paradoxe. Oui, c'est après aussi parce que les gens peuvent aussi choisir leur information. Ils vont prendre. Il y a des réalités parallèles aujourd'hui en fait, et avec aussi des publics qui demandent, qui poussent même au niveau médiatique, qui peuvent inciter à avoir
une pensée qui va être pro-système, anti-système, et là, on va être tenté d'alimenter en fait ce qui est des biais de confirmation. On parle beaucoup des biais de confirmation, c'est notamment tous les gens que je vois, je classe un peu chez les obscurantistes, mais qui sont à mettre en avant les biais de confirmation. Les gens vont que dans le sens qui les arrange. Mais ceux qui disent ça, c'est avec genre Gérald Bronner ou ou Macron ou des gens qui vont mettre ça. Et eux ne voient pas. Bien sûr qu'il y a des biais de confirmation aussi bien chez les complotistes que chez je ne sais qui. Mais eux, ils ont aussi un énorme biais de confirmation. Et ça, par contre, ils le voient pas. Et chacun, en fait, a tendance de plus en plus à être dans la défense de sa vérité, de son monde. Et ce que je dis à la fin, c'est que j'en tire une sorte au niveau de l'information scientifique, parce que c'est vrai que ça peut être dans d'autres sujets, mais l'information scientifique, ça me paraît encore plus marquant, parce que théoriquement, la science, ce sont des faits. Il peut toujours y avoir des interprétations, mais quand même moins que dans d'autres domaines. Et je vois une sorte de faillite de cette information scientifique qui est dans le camp contre camp, un peu, il y a une posture de guerre, un peu de l'information. Et ce qui fait que, à mon avis, c'est l'information qui en pâtit, c'est un peu la victime. Et c'est ce qui m'a amené, d'ailleurs, à la suite de ce livre, c'est de monter ma lettre un peu, parce que je trouvais, en fait, pas grand-chose qui répondait à ce que je pensais être une information fiable. Vous parlez de raison sensible. Et donc j'ai lancé cette lettre, suite à votre ami Michel Maffezoli qui vous a. Qui m'a inspiré le nom. C'était pas volontaire de sa part, mais c'est vrai que Michel Maffezoli, qui est un ami avec qui on a publié un livre il y a une dizaine d'années, et qui a écrit un livre que j'ai même pas lu, qui s'appelle Éloge de la région sensible, que je dois lire, qui est ma table de nuit. Vous le lirez. Et donc c'était une expression qu'il utilise et qu'il avait dit pas mal de fois avec moi, et ça m'a inspiré le titre de ma lettre, parce que c'est vrai que la raison est instrumentalisée beaucoup, et c'est ce que je montre, une raison obtuse, un peu une raison abstraite souvent aussi. Et donc une raison sensible, c'est une raison qui soit plus ouverte, avec tous les sens, à écouter, à être... Mais alors justement, je reviens à ce que vous disiez avant par rapport à la science et où ça est venu. Mais il y a eu quand même, vous en parlez aussi, mais il y a eu quand même des choses assez... je dirais assez, sinon lamentable, du moins très préoccupante, quand le Lancet, quand les revues scientifiques, parce que jusqu'à présent, ce qui est très intéressant, la science était épargnée. Les politiques, on savait, les journalistes, on savait aussi, mais les scientifiques, on disait, même les médecins, etc., on touche pas, c'est les faits, c'est la réalité, ils tâtonnent, ils sont scrupuleux et tout. Et puis il y a eu le Lancet. Et vous racontez cette histoire de Lancet qui est quand même... Laquelle Laquelle Parce que avec le Lancet, il y en a plusieurs. Il y a eu la chloroquine, non mais celle que vous racontez dans votre livre. Je vous dis, le Lancet, je prends un détail, j'en prends plusieurs. Je m'attarde pas trop sur celui de la chloroquine. Non, je sais. Je parle plus il y a celui de l'origine du Covid, qui justement a posé au départ comme principe que dire que le virus avait été travaillé, qu'il n'était pas naturel, c'était une théorie du complot. Et la personne qui faisait cet article, c'était celui qui travaillait avec le laboratoire de Wuhan. Donc c'était mais ça c'était plus le sujet de mon dernier livre. Chinois, oui. Mais j'ai vu par exemple dans le Lancet un papier sur la vaccination sur les enfants qui vous parlait de l'effet super de la vaccination pour éviter une forme grave chez les enfants de moins de 10 ans, et qui vous mettait un article où en fait aucun enfant de moins de 12 ans n'avait été vacciné. Mais on vous disait, il suffisait de lire l'article, il disait qu'il y avait 94% de réduction du risque chez ces vaccins, chez ces enfants, alors qu'en fait, aucun de ces enfants n'avait pris le vaccin. Et ça, il suffisait de lire l'article, et ça passait dans le Lancet. Donc il peut y avoir, et de toute façon, il y a eu avant le Covid aussi des problèmes dans les publications. C'est pas parce que ça passe dans le Lancet ou dans n'importe quel autre journal que c'est garanti sur facture. Bien sûr. Enfin, quand même, on attend des critères d'authenticité et de fact-checking, ou en tout cas de rigueur scientifique. Oui. Oui, quand même, ça s'appelle la rigueur scientifique. Et là, ils l'ont beaucoup ébréché quand même, et c'est dommage, et c'est très dommage. Mais... On va reparler juste après cette dernière petite pause. On va continuer avec l'obscurantisme au pouvoir, et on la combat. Et vous pouvez continuer à nous appeler si vous voulez réagir ou poser une question au 0826 300 300. André Berkoff et son invité Brice Perrier reviennent tout de suite.
Brice Perrier, vous parlez dans votre livre, L'obscurantisme au pouvoir, vous parlez de la médecine, effectivement, je dirais la médecine du pouvoir pharmaceutique. Parce qu'il y a eu ça aussi. Il y a eu, comment dire que, voilà, il y a, voilà, le remède qui va, la molécule qui va tout changer, le remède qui va tout changer, etc. Et il y a eu quand même une espèce de formidable, là aussi, vecteur d'obscurantisme, non, dans cette démarche. Bah, disons que la médecine, ce que je montre, c'est qu'elle est influencée. Un chapitre s'appelle « Quelle médecine validée par quelle preuve ?» Parce que depuis les années 90, il y a ce qu'on appelle l'evidence-based medicine qui a été consacrée, qui est en fait la médecine validée par les preuves, et des preuves qui sont constituées à partir d'essais cliniques randomisés. Donc on compare des groupes comparables, tirés au sort, un à qui on va donner un traitement, le traitement testé, et l'autre à qui on aura soit un placebo, soit le traitement de référence. Et si le traitement testé est supérieur, et ben voilà, il a fait la preuve de son efficacité. Donc ça, c'est une très bonne méthode à la base, qui permet de voir l'efficacité d'un traitement. Sauf qu'en pratique, ce sont des essais qui coûtent une fortune, qui peuvent valoir jusqu'à 200 millions d'euros pour un médicament. Ah oui. Les essais de phase 3, ce sont les derniers essais qui sont faits sur un groupe de population assez important, le plus important, et qui vont permettre la mise sur le marché. Ça peut coûter jusqu'à 200 millions d'euros. 200 millions d'euros, ouais. Et donc ça, en fait, il n'y a que l'industrie pharmaceutique qui peut payer des essais de ce prix-là. Donc ça amène un effet pervers qui est qu'en fait, les preuves, les traitements validés par les preuves, en fait, ça ne peut que être les traitements que la médecine pharmaceutique a voulu tester. Et donc, elle a pu s'acheter des preuves. Ce qui fait qu'en fait, est exclu de la médecine validée par les preuves, en gros, tout ce qui n'est pas le médicament mis en avant par l'industrie, et ça peut être tout ce qui est non conventionnel, aussi bien de l'acupuncture que de la kiné, voire même des choses au niveau de la chirurgie. Il y a très peu d'essais randomisés sur la chirurgie, il y en a même pas. Mais il y a peu d'études sur la chirurgie, et l'étude est focalisée sur le médicament parce que ces essais sont quand même beaucoup faits pour ça, et en plus qu'on peut les payer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez la médecine validée par les preuves, c'est les preuves que l'industrie a pu se payer, et ça sera pas aussi bien tous des produits génériques, des produits à repositionner, des vieilles molécules qui ne sont totalement dans le même public, que tout ce qui est non conventionnel et qui ne sera pas testé. Et donc on aura beau jeu de dire tout ce qui n'est pas validé par les preuves, c'est du charlatanisme, mais c'est aussi parce que le système ne le permet pas. Et donc c'est un obscurantisme structurel, et qui là encore a ses effets pervers, que on va pouvoir dire, bah voilà, tout ce qui est, si on est un peu anti-système, tout ce qui est pas validé par les preuves, mais qu'on va dire, bah c'est bon, ça marche quand même, et de toute façon Big Pharma a tout bloqué. Et du coup, c'est un peu de n'importe quoi, et l'info est toujours un peu nulle part, quoi. Oui, et non, vous revenez à effectivement ce que vous disiez, voilà, l'un entraîne l'autre. Mais il y a quand même, dites-moi, un acteur qui n'est pas négligeable, et qui a quand même les moyens par rapport à la médecine pharmaceutique, par rapport à Big Pharma ou autre, c'est l'État. L'État devrait encourager les recherches parallèles aussi. Ou les diriger, c'est parce que vous par exemple, ou les encourager au moins. C'est Bruno Falissard, qui est un professeur que j'interroge, qui a fait notamment des expertises collectives de l'INSERM pour les médecines non conventionnelles, mais qui est pédopsychiatre et biostatisticien. Lui, il travaille avec des laboratoires, et il dit que ça lui arrive de travailler. Il dit, c'est pas normal que ce soit le laboratoire qui va vendre un produit qui soit en charge de son évaluation. Et il dit, ça c'est une évidence. Quand on en parle avec les laboratoires, ils en conviennent, mais on se dit, bah voilà, ça coûte tellement cher. C'est moi qui vais le vendre, et c'est moi qui évalue. Alors qu'en fait, il pourrait y avoir au moins des exigences de l'État sur les façons dont on fait les essais. Alors que là, c'est laissé en roue libre. Et dans ma lettre Raison sensible, je le montre avec un exemple très intéressant sur la cancérologie, où en fait, on voit que depuis une quinzaine d'années, on a mis des médicaments de plus en plus chers de façon express sur le marché. Donc même la médecine validée par les preuves, en fait, elle est un peu mise sous le tapis, parce qu'on a des preuves très, très plus que partielles, rapide, et qui font qu'on va mettre tout de suite un médicament en urgence parce que les gens meurent et tout ça, et qu'en fait on se rencontre, on peut même le donner pendant 1 an, des perfusions à, je ne sais pas quel prix, je vous donnerai pas les prix, mais ça coûte très cher. On va dire, le laboratoire dit on va les donner pendant 1 an et tout ça, alors qu'en fait ça se trouve, ça aurait pu être pareil dans tous les 15 jours, mais on ne va pas tester. Et un oncologue, Yvan Pourmire, raconte comment en fait ça serait très simple d'imposer en fait des essais qui soient selon des critères qui soient pas sous l'intérêt de la médecine, et que l'État pourrait le faire soit avec des appels d'offres, soit en faisant elle-même la recherche, parce que de toute façon avec des gens compétents, on dit que ça coûte très cher, mais après ceux qui payent c'est la sécurité sociale, donc c'est quand même de l'argent public qui finit par payer, donc ça serait logique qu'il y ait un meilleur contrôle, et en fait on a abandonné ça aussi en se disant peut-être
que c'est là qu'est la compétence. Moi, je sais que je parle aussi souvent avec Bernard Bégaud, qui avait dirigé le groupe essai clinique, qui avait dirigé le groupe essai clinique à l'Agence du médicament, et qui dit que depuis une vingtaine d'années, il y a un abandon vraiment de la compétence et que les agences de régulation, ils ont plus de gens compétents, et parce qu'ils se disent, de toute façon, les meilleurs, ils vont aller dans l'industrie, on peut leur faire confiance. Et il y a vraiment un abandon. Et c'est même pas forcément, je vous dis, même pas besoin d'être corrompu. Alors il peut y avoir de la corruption, mais c'est plus une corruption dans les esprits, dans le système, et qui fait que ça marche automatiquement, et que la médecine, c'est la médecine de l'industrie pharmaceutique. Bien sûr, mais c'est-à-dire qu'il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade. C'est une grande vérité scientifique, ça. Merci Brice Perrier, L'obscurantisme au pouvoir, aux éditions Max Milo.